Retour sur le plateau du Grand Direct. J'accueille ce soir deux universitaires pour parler de politique. Emmanuel Navon du Likoud et également professeur de relations internationales. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Et bonsoir à Einat Wilf, ancienne députée à la Knesset pour le parti Atzmaout. Bonsoir à vous. Un mot parce que l'actualité évidemment le commande. Disparition aujourd'hui du rabbin Ovadia Yosef. Les obsèques ont lieu en ce moment avec une foule considérable à Jérusalem. C'était un rabbin qui s'était engagé en politique, donc vous avez forcément une opinion, un sentiment. Ce parti chasse qu'il avait créé, qu'est-ce que vous en gardez là aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, ce n'est pas la politique. Il y a des gens qui vraiment, pour eux, c'est quelqu'un qui a touché leur vie et qui, pour eux, c'était possible d'être fier de ce qu'elle était. Mais par la politique, on va voir. Il faut dire que le parti chasse ce rabbin. C'est pas clair si le parti va survivre. Ouais. Emmanuel Navon, c'est un parti qui n'est pas au gouvernement, mais qui a énormément compté dans la vie politique israélienne. Oui, d'abord, je crois que le décès du Rav Ovadia Yosef est une grande perte pour le peuple juif, parce que c'était un des grands, effectivement, de sa génération, qu'il a bouleversé la vie publique et politique israélienne, comme l'a dit Einat Wilf, d'abord en rendant leur fierté aux Juifs d'origine orientale, et en créant cette force politique considérable qu'est le parti chasse. La question qui se pose effectivement aujourd'hui, c'est est-ce que ce parti ne va pas être divisé entre les différentes tendances, les différents dirigeants qui se disputent le pouvoir du parti chasse. Mais il est clair qu'avec la disparition du Rav Ovadia Yosef, ce n'est pas seulement une grande perte pour le peuple juif, mais c'est également un grand point d'interrogation sur le futur de la politique israélienne. Oui, parce que c'est un parti qui a formé énormément de majorités. Et puis, c'est un peu là aussi, on va toucher un petit peu au cœur du sujet qu'on va aborder maintenant, l'implication du religieux dans le politique. Ça aussi, c'est une spécificité en Israël. On n'y échappe pas, Einat Wilf, quand Benjamin Netanyahou parlait hier d'État juif. On ne peut pas dissocier le religieux du politique en Israël ? Non, ici, il faut être clair que l'État juif, ce n'est pas la religion. C'est l'État du peuple juif, comme nation, comme peuple, pas comme religion. Et c'est très important de faire cette séparation. Beaucoup de gens ne savent pas que le mouvement zioniste, le mouvement pour la souveraineté du peuple juif, était un mouvement tout à fait laïque, tout à fait sans religion, même contre la religion. Alors quand on parle d'État juif, il faut préciser, c'est l'État du peuple juif, l'État de nation juif. Moi, il faut dire, moi je suis athéiste, moi je suis laïque, mais pour moi c'est très important d'avoir un État pour le peuple juif, avoir la culture, l'histoire, mais c'est pas la religion. Et quand Netanyahou il parle qu'il faut reconnaître l'État juif, il ne parle pas de religion, il parle que les Palestiniens et les Arabes, ils doivent reconnaître que le peuple juif ont au moins le même droit que les Arabes d'avoir leur propre État dans cette région. Emmanuel Navon, c'est une tournure de la politique de Benjamin Netanyahou dans cette période de négociation de paix à laquelle vous vous attendiez ? Il est fidèle à lui-même, là, en insistant sur ce point comme il l'a fait hier ? Je pense d'abord que le lien entre le religieux et le politique n'existe pas seulement en Israël. Il y a eu récemment des élections en Allemagne. Le parti de la chancelière allemande s'appelle un parti chrétien, le parti chrétien démocrate, l'Union chrétienne démocrate allemande. Il y a d'autres pays européens dans lesquels il y a un certain lien entre le religieux et le politique. Je rappelle que la reine d'Angleterre est le chef de l'église anglicane et que le catholicisme fait partie intégrante de la vie publique en Italie et en Pologne. Mais encore une fois, donc le cas d'Israël n'est pas un cas unique, mais il est vrai que dans le cas du peuple juif, le judaïsme est à la fois une religion et un peuple. On peut, comme l'a dit Einat Wilf, se sentir complètement juif sans être religieux. Effectivement, lorsque Benjamin Netanyahou insiste sur ce côté d'État juif, en fait, pourquoi est-ce qu'il insiste là-dessus ? Pour que les Palestiniens de facto abandonnent ce fantasme du soi-disant droit au retour. Puisque s'ils insistent sur le droit au retour, cela est contradictoire par définition avec le concept même de deux États pour deux nations, un État-nation pour le peuple juif et un 23e État-nation pour le peuple arabe, dans ce cas le peuple arabe palestinien. Mais si les Palestiniens insistent sur ce disant droit au retour, cela veut dire qu'ils ne reconnaissent pas le droit à l'autodétermination du peuple juif, d'où l'insistance
du Premier ministre sur ce sujet crucial. Einat Wilf, vous partagez donc cette vue de Benjamin Netanyahou sur l'obligation maintenant pour les Palestiniens de reconnaître l'État juif et de renoncer au fameux droit au retour? Oui, parce que si on parle de deux pays, à deux États pour deux peuples, il faut séparer entre le peuple, entre les États. Et ce n'est pas pour nous, c'est pour les Palestiniens, c'est pour les Arabes. Parce que dans tous les cas, quand le monde diplomatique, quand la communauté internationale a dit au peuple juif, si vous voulez avoir votre État, vous devez partager ce pays avec les Arabes. Les dirigeants zionistes, le peuple juif, ont dit oui, mais les Arabes ont dit non, parce que pour eux, les Juifs étaient des étrangers qui ont pris un pays qui n'était pas eux. Et ils n'ont pas compris que pour les Juifs, ils sont rentrés chez eux. C'était le pays où ils étaient souverains. Et alors, pour vraiment avoir la paix, et ce que Netanyahou dit, pour avoir une paix durable, pour être sûr que c'est vraiment la paix, ce n'est pas une trick, il faut être sûr que les Arabes, les Palestiniens, ils acceptent que le peuple juif ont le même droit que les Arabes d'avoir leur propre État ici. Et ceux qui disent que ça, c'est le sens des conflits. Le conflit n'est pas sur un État palestinien, c'est un conflit sur le droit d'existence d'un État pour le peuple juif. Mais pourtant, tout le monde n'est pas encore d'accord en Israël, au sein même de la majorité, sur le fait qu'il doit y avoir un État palestinien aux côtés d'un État d'Israël reconnu comme État juif. Est-ce que vous pensez que c'est une façon aussi peut-être de faire progresser l'idée au sein de la propre majorité de Benjamin Netanyahou? Parce qu'il y a ceux qui disent non, les Palestiniens, il ne faut pas leur reconnaître d'État pour l'instant parce que ça créera des problèmes. C'est clair que le Premier ministre n'est sans doute pas majoritaire dans son propre parti depuis son précédent discours de Bar-Ilan il y a 4 ans et demi, lorsqu'il a pour la première fois publiquement accepté l'idée d'un État palestinien effectivement avec de limitations, un État démilitarisé, reconnaissant Israël comme État-nation du peuple juif. Mais je crois que le Premier ministre lui-même est arrivé à cette déclaration de Bar-Ilan il y a 4 ans et demi, essentiellement parce que la réalité démographique étant ce qu'elle est, il se résigne, je dirais d'une certaine manière, au principe, mais dans les limitations qu'il a énoncées. Et encore une fois, ces deux limitations de démilitarisation et de reconnaissance d'Israël comme État-nation du peuple juif n'ont toujours pas été acceptées par les Palestiniens. Je vous rappelle que Mahmoud Abbas et la direction palestinienne continuent d'insister pour que leur futur État soit militarisé, d'une part, et deuxièmement, ils disent pourquoi devons-nous reconnaître Israël comme État-nation du peuple juif, comme État juif, alors même qu'il y a une minorité arabe. Et à cela, ils ajoutent qu'eux, ils n'accepteront aucune minorité juive dans l'État palestinien. Donc, encore une fois, il y a là une position de l'autorité palestinienne qui, à mon sens, est inacceptable. Et je pense effectivement, comme l'a dit le Premier ministre lui-même hier soir, que la paix sera impossible tant que de facto l'autorité palestinienne n'aura pas accepté le principe même d'un État-nation pour le peuple juif. Alors c'est vrai qu'Israël admet une minorité arabe comme les autres démocraties au monde qui admettent d'autres États-nations au monde qui acceptent des minorités. Et la question qu'il faut poser à l'autorité palestinienne, et la question que le monde doit poser à l'autorité palestinienne, pourquoi accepter cette idée incongrue qu'il n'y ait pas de minorité non arabe dans un futur État arabe palestinien? Einat Wilf? Il faut préciser, c'est important, que quand on dit l'État juif ou l'État de peuple juif, ce n'est pas un État seulement pour le peuple juif. La minorité arabe musulmane en Israël, par pourcentage, c'est la plus grande minorité arabe musulmane au monde. Seulement la France et l'Inde sont proches par pourcentage à cette minorité arabe musulmane en Israël. Alors l'État juif, l'État de peuple juif, ce n'est pas seulement pour les juifs, c'est l'État de la culture, des symboles, d'histoire, mais il y a quelques cultures, quelques peuples dans cet État. C'est important de dire ça. Et aussi, il faut dire, pourquoi est-ce que le peuple juif, ils ont leur État et les Palestiniens n'ont pas? Parce que le peuple juif, quand le monde leur a dit, pour avoir votre État, vous devez partager avec les Arabes, les Juifs ont dit oui, et les Arabes ont dit non, parce que pour eux,
si le prix d'avoir un État arabe, c'est de reconnaître que le peuple juif a un droit égal d'avoir leur propre État, pour eux, c'était un prix qu'ils ne voulaient pas payer, même aussi. Moi, j'étais au Parti travailliste, à la gauche. Je croyais que les Palestiniens, ils veulent un pays arabe, au Cisjordanie, à la bande de Gaza. Mais aujourd'hui, je pense que pour eux, si le prix d'avoir leur État, c'est d'accepter que le peuple juif va avoir leur État, je pense qu'ils ne sont pas prêts de payer ce prix. Donc on est finalement toujours dans des situations un petit peu d'incertitude là-dessus, parce que la position palestinienne reste encore incertaine, elle n'est pas clarifiée, et donc même si Israël propose de reconnaître un État palestinien aujourd'hui, rien ne dit que la négociation en cours va aboutir. Je pense qu'au contraire, la position palestinienne est très claire. Un rejet total de la reconnaissance d'Israël comme État-nation du peuple juif, ça n'est pas nouveau. Il suffit de voir la propagande dans les médias et dans les livres scolaires palestiniens, alors même que nous parlons, dont le fait de glorifier cette tentative de meurtre d'une petite fille de 9 ans ce samedi dans le village de Psagot. Je crois qu'au contraire, la position palestinienne est très claire, et elle est tellement claire qu'elle s'est révélée également lors des négociations de Camp David à l'été 2000, à l'époque d'Ehud Barak, quand il était Premier ministre, lorsque Ehud Barak finalement acceptait toutes les exigences officielles de Arafat à l'époque, mais qu'en contrepartie, il voulait une fin du conflit et une renonciation au droit de retour. Arafat a dit non. Et Mahmoud Abbas a dit non également à Ehud Olmert en 2008. Donc je crois qu'au contraire, la position palestinienne est très claire, et c'est la raison pour laquelle ces négociations ne mènent à rien depuis 20 ans. Parce que tant que ces négociations ne serviront qu'à obtenir des concessions d'Israël, mais pas à terminer le conflit et pas à renoncer à ce soi-disant droit au retour, on continuera de tourner en rond. Alors il y a eu un autre passage intéressant dans le discours de Benjamin Netanyahou hier à Bar-Ilan, c'est lorsqu'il a évoqué les origines du conflit. Finalement, il a dit que ça ne remonte pas à 1967, comme tout le monde veut le dire, et donc au début finalement des implantations en Cisjordanie. Vous partagez son avis, Einat Wilf, parce qu'à votre avis, il a eu raison de remonter au-delà et aux années 20 comme il l'a clarifié ensuite? En général, je pense que les implantations n'aident pas de résoudre le conflit. Mais ne sont pas à la source du conflit. Oui, j'ai d'accord que ce n'est pas la source du conflit. La source du conflit, c'est la rejette d'idée que le peuple juif a le droit égal d'être à cette région. Pour les Arabes, pour les Palestiniens, nous sommes ici des étrangers. Nous croyons que nous sommes chez nous. Que nous sommes rentrés chez nous. Et ça, c'est vraiment la source de conflit. C'est pour ça que le Premier ministre a dit que l'attaque arabe contre les immigrants juifs en 1921, c'était vraiment le conflit contre l'idée que le peuple juif a le droit d'être ici. Ce que j'ai vu, que pour les Arabes, les Juifs, c'est seulement la religion. Et ils disent que les religions n'ont pas le droit d'avoir un État. On n'est pas attaché à un État parce qu'on a une religion. Alors, et ils n'acceptent pas l'idée que le peuple juif ne sont pas seulement la religion. Comme je dis, moi je suis laïque, que c'est un peuple qui est attaché à un pays. Et moi je dis il faut partager ce pays, mais il faut partager le pays quand on reconnaît que les deux peuples ont le même droit d'être ici. Emmanuel Navon, ça veut dire qu'il n'y aura pas de concession dans les implantations, ce qu'a dit Netanyahou hier là, dans la négociation qui s'ouvre? Il n'a pas dit cela. Ouais. Mais il a dit en revanche que lorsqu'il y a eu des concessions sur les implantations, en particulier plus qu'une concession, un démantèlement complet de toutes les implantations dans la bande de Gaza, ce que nous avons eu en échange, ça n'a pas été la paix, ça a été 10 000 missiles tirés sur nos civils. Mais je pense qu'il y a eu un point très important dans ce qu'a dit le Premier ministre hier soir, à savoir que tant que le discours, tant que le narratif, comme on dit aujourd'hui, sera basé sur des mensonges, il n'y aura pas la paix. Je suis entièrement d'accord avec cela. Et c'est la raison pour laquelle il a eu raison de mettre les points sur les i à propos de deux mythes. Le premier mythe, comme vous l'avez rappelé, c'est soi-disant que le conflit aurait commencé en 67. Ah bon? Le conflit n'a pas commencé en 67. 67, c'est la conséquence du conflit, pas la source du conflit. Il a parlé de 1921, il y a aussi le massacre à Hebron en 1929, tous les attentats contre Israël avant 1967. Donc il est évident
que cette théorie est complètement farfelue, que le conflit aurait commencé en 67. Deuxième mythe, et là il a rebondi sur les déclarations du président iranien Rouhani, de dire finalement les Arabes, les Palestiniens seraient les victimes de la Shoah, alors qu'ils n'avaient absolument rien à faire avec ça, ce qui est complètement faux, puisque leur premier, comme il l'a répété et rappelé, leur premier dirigeant national, qui continue d'être un héros aujourd'hui officiellement dans les livres scolaires palestiniens, était un collaborateur nazi. Khaja Amin al-Husseini, il a activement participé au programme de la Shoah avec Hitler en Europe contre les Juifs, et que tous les peuples qui ont collaboré avec les nazis après la Seconde Guerre mondiale ont payé le prix. Donc je crois qu'il a eu raison de mettre les points sur les i, et je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que si on veut une vraie paix, elle doit être basée sur la vérité et pas sur des mythes. Et l'un de ces mythes, c'est ce soi-disant droit du retour. Merci beaucoup Emmanuel Navon, merci Einat Wilf pour ces précisions. Nouveau journal dans un instant sur i24 News. Très bonne soirée.